Devant le grand jury, Hamidou Sall, l'écrivain, auteur de l'ouvrage L'Occident ambigu, est l'invité de Mahmoudou Ibra Kane ce dimanche. L'Occident ambigu, un prolongement de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, les questions d'identité avec Hamidou Sall qui prône une identité libre multipliée, l'aventure risquée des jeunes migrants africains, l'éducation, Macron et l'Afrique, Senghor, 16 ans après sa mort. Toutes ces questions seront évoquées dans le grand jury. Hamidou Sall, Mahmoudou Ibra Kane, 11h-12h, sur la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir El Hadj Abdoul Hamidou Sall. Bonjour. Bonjour Mahmoudou et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, Antoine Diouf l'a dit, ancien conseiller spécial du président Abdou Diouf à la francophonie et actuellement directeur général de la fondation Georges Forest, une grande fondation européenne dédiée au dialogue euro-africain, à la promotion de la culture et de l'éducation basée en Belgique. Les internautes vous ont posé des questions aussi. Nous aurons l'occasion d'en sélectionner quelques-unes. Hamidou Sall, vous venez de publier aux éditions La Cheminante à Paris un ouvrage. Non, aux éditions Éric Bonnier. Éric Bonnier. Les deux premiers, c'était à La Cheminante. Alors, aux éditions Éric Bonnier, un ouvrage ayant pour titre L'Occident ambigu, en écho avec un grand succès littéraire, l'aventure ambiguë de votre oncle, Cheikh Hamidou Kane. Auparavant, vous avez publié deux ouvrages, Rhapsodie fluviale et Circonstances du cœur, cette fois-ci aux éditions La Cheminante, publications dans lesquelles vous rendez hommage, entre autres personnages, à vos amis, grands hommes et femmes de culture, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et l'helléniste Jacqueline de Romilly. Mais Hamidou, avant de parler de votre dernier livre, L'Occident ambigu, j'aimerais d'abord évoquer avec vous Léopold Sédar Senghor, dont nous venons de commémorer le 16e anniversaire de la disparition. On a entendu sa famille politique parler de son héritage et même se quereller autour de son héritage. Pour l'ami à la fois de son fils, Philippe Maguilène, et de lui-même, et pour l'homme de lettres et de culture que vous êtes, passion d'ailleurs que vous partagez avec le poète président, que reste-t-il de l'héritage de Léopold Sédar Senghor? L'héritage de Léopold Sédar Senghor est un héritage multiforme. Parce que Léopold Sédar Senghor, c'est d'abord cet intellectuel tombé en politique, et qui, intellectuel, a été aussi le producteur d'une pensée. Homme d'État, il a produit une réflexion importante sur des questions politiques. En fait, c'est un esprit brillant qui s'est confronté à plusieurs domaines du savoir. Donc, l'héritage est multiforme et il y a de la place ou matière pour chacun selon sa posture, selon le camp où il se situe. Moi, je pense que loin d'être dépassé, l'œuvre de Senghor est une œuvre, disons, à venir, puisque Senghor est un contemporain qui nous précède. Un contemporain qui nous précède en ce que, d'abord, c'est pas étonnant de la part d'un poète. Le poète est défini comme quelqu'un qui est porteur d'une parole devancière. Bon, Léopold Sédar Senghor a laissé, je pense, une œuvre qui est sujet à critique d'ailleurs, parce que Senghor est habité quand même, il faut le dire, par lui-même, par l'incomplétude de la condition humaine. Il a posé des jalons, il a réfléchi à nous, à tous, de procéder à une évaluation critique et de l'œuvre et de l'action pour se frayer maintenant des chemins pour demain. En évoquant Senghor, on ne peut s'empêcher de parler de son attachement au dialogue des cultures, à la civilisation de l'universel, là où d'autres, plus tard, ont théorisé le choc des civilisations. Et voilà que nous sommes à la veille de Noël, justement, fête à l'occasion de laquelle, au Sénégal, chrétiens et musulmans sont en communion. Est-ce cela que vous appelez l'accord conciliant, le reprenant dans l'Occident ambigu que vous venez de publier? Accord conciliant, un terme que j'emprunte à Senghor.
parce que ceux qui sont familiers de son œuvre retrouveront ce concept dans un discours qui était le discours de réception du prix des libraires allemands. C'était au lendemain de 68. Donc c'était en Allemagne, et c'est là qu'il a, d'ailleurs ce jour-là, quelqu'un qui était avec lui m'a raconté les péripéties de cette journée, étant entendu que il y avait une fronde des étudiants allemands solidaires avec les étudiants de Dakar, et à la tête de cette fronde, il y avait le fameux Daniel Cohn-Bendit qui venait d'être expulsé de France. Il appelait Daniel Cohn-Bendit. Non, ça c'est De Gaulle. C'est De Gaulle. Très bien. D'accord. Donc, avec la Chienlit, etc. Donc, cet accord conciliant, c'est au poète et homme d'État que nous le devons. Elle résume l'essence d'un art de vivre sénégalais, basé sur la culture d'un merveilleux lien social, tout tourné vers la recherche et la consolidation de ce qui unit. Et dans mon ouvrage, L'Occident ambigu, j'écris que l'accord conciliant, c'est cette magnifique voie qui permet d'aller à l'essentiel pour asseoir le commun vouloir de vie commune, auquel sa présidence durant, il a été très attaché. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est en effet ce pays où cohabitent harmonieusement une très large majorité de musulmans et une minorité de chrétiens. Mais c'est cette large majorité de musulmans qui avait choisi de porter et de maintenir à la tête du pays quelqu'un issu de deux minorités. Ethnique, parce qu'il était sérère, et religieuse, parce qu'il était catholique. Et ça, moi je dis que j'ai vu la magie, n'est-ce pas, de cet accord conciliant qui est quelque chose de propre au Sénégal. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, nulle part je n'ai vu cette chimie organique propre à notre pays. Parce que entrer dans une famille et trouver la moitié musulmane, l'autre moitié catholique, une famille où un imam et un curé peuvent être de même père et de même mère, c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est tout ça l'accord conciliant, et je suis heureux que vous me posiez cette question aujourd'hui en ce soir de Noël, parce que on sait que dans plusieurs endroits au Sénégal, le soir de Noël, il peut y avoir beaucoup de musulmans dans les églises. Pourquoi? Parce que ces musulmans qui sont là savent qu'on célèbre qui? On célèbre Jésus, on célèbre Issa ibn Mariam. Or Marie est la seule femme désignée dans le Coran. Et le Coran, dans cette belle sourate, la souratul Mariam, il est clairement évoqué le miracle de l'Immaculée Conception. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est propre au Sénégal, et je pense que c'est quelque chose à consolider. C'est comme par exemple quand arrive l'Aïd, la distribution des quartiers de moutons. Mais c'est cette magie également qui fait que le soir, quand arrive la Pâque, le Ngalach. Donc la religion chez nous est un phénomène unificateur et pacificateur qui permet à des gens n'ayant pas la même religion de vivre harmonieusement ensemble. Deux questions d'auditeurs. Cheikh Mbakendoy qui vous demande qu'est-ce qui reste de l'héritage senghorien. Vous y avez répondu tout à l'heure, mais si vous voulez, vous pouvez apporter des éléments complémentaires. Abdoulaye Seydi qui fait la remarque suivante. Aujourd'hui, j'ai constaté que quand on cite les grandes figures panafricaines, Senghor n'est pas souvent nommé. On cite par exemple Nkrumah, Cheikh Anta, Sankara, entre autres personnages historiques. Selon vous, et c'est sa question, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation si l'on sait que Senghor a tenu un discours mémorable à la création de l'EUA le 25 mai 1963? Il dit on cite. Ça dépend de qui cite. Moi, si je cite, je mettrai Senghor. Mais quelqu'un d'autre peut ne pas citer. Et là, je reviens à Birago Diop. Il dit que quand la mémoire va chercher le bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Si quelqu'un veut citer les pères fondateurs et est en adversité ou en antagonisme avec Senghor, ne veut pas le citer, il est libre. Mais en tout cas, je sais que Senghor fait partie de ceux qui se sont battus pour cette fameuse réunion fondatrice de 1963 à Addis Abeba. Réunion à laquelle d'ailleurs avait participé Aimé Césaire, le frère de l'autre rive, celui-là même qui rêvait de cette unité
africaine. Bon, Senghor maintenant n'a pas l'approche d'un Nkrumah, etc. Senghor, c'est plutôt les cercles concentriques. Il pensait que il fallait d'abord par petit ensemble créer des dynamiques et puis les interconnecter pour aller vers l'unité du continent. Ça, c'était son approche. Mais d'autres ont eu d'autres approches. Mais il me semble que l'approche de Senghor prospère parce que aujourd'hui, faute d'avoir unifié le continent dans les premières années suivant l'indépendance, on est en train d'aller vers cette dynamique-là à partir de petits groupes homogènes qui vont s'interconnecter avec d'autres pour aller vers l'unité du continent. En un mot, que reste-t-il de l'héritage senghorien pour répondre à la question de Cheikh Mbacké Ndoye? Mais que reste-t-il? Il est difficile de répondre à cette question. Il reste tout. Il reste tout parce que, comme je dis, moi je choisis mes termes, Senghor est un contemporain qui nous précède. Or, je considère que son heure n'a pas encore sonné du point de vue de la profondeur et de la pertinence de sa réflexion. Je prends un exemple. Par exemple, regardez tout le travail qu'il a abattu autour du code de la famille, qui était un code consensuel. Regardez toute sa réflexion autour de la limitation des partis. Bon, je ne dis pas qu'il faille applaudir quand on limite les partis, parce qu'on ne doit pas limiter, mais il y a aussi une opérationnalité dont il faut tenir compte. Or, aujourd'hui, moi je ne vis pas au Sénégal, mais j'ai vu que la dernière fois, lors des dernières élections, on était face à un véritable casse-tête, au point qu'il a fallu légiférer pour trouver voies et moyens de permettre à chacun de s'exprimer. Ce qui fait que lui, il avait théorisé une approche qui, dans le temps, devait bouger et évoluer, mais bon, voilà un type de réflexion prospective, n'est-ce pas? Il y a un autre Senghor qui partage Joal avec Léopold Sédar, c'est Lamine Senghor, dont on ne parle pas souvent, que beaucoup de générations ignorent. Parlez-nous de Lamine Senghor. Est-ce qu'on peut célébrer Senghor tout en célébrant aussi Lamine Senghor? Mais il me sera très difficile de vous parler de Lamine Senghor parce que sincèrement, je ne le connais pas bien. Oui. Je sais que c'est une prestigieuse figure sénégalaise qui a mené un combat héroïque et douloureux en France. Mais ce Senghor-là, peut-être probablement justement à cause du contexte colonial, on a étouffé ses hauts faits, voilà. Bon, or Léopold Sédar Senghor, c'est parce que bon, c'est le pur produit de l'université française, un brillant écrivain, poète, etc. On a plus offert celui-là que l'autre. Mais tout ça, bon, moi je le mets dans le génie du peuple sénégalais. Et à côté de Lamine Senghor, à côté de Léopold Sédar Senghor, il y a d'autres, les Lamine Gueye, Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, de grandes figures qu'il nous faudra offrir à notre jeunesse comme étant des références et des modèles. El Hadj Abdoul Hamidou Sall, écrivain et aujourd'hui l'invité du grand jury, nous allons parler enfin de l'Occident ambigu. Il était temps. Ouvrage. Alors, Hamidou, l'Occident ambigu, un prolongement de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane? Bon, les mots ont prolongement. Bon, en tout cas, je sais que bon, on dit que bon, en fait, s'il n'y avait pas eu l'aventure ambiguë, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'Occident ambigu, hein. Bon, l'Occident ambigu, c'est un peu un rapport intime, charnel avec l'Occident, avec l'aventure ambiguë, parce que bon, tu l'as dit, l'auteur est un oncle. Moi, j'ai eu la chance, enfant, d'avoir reçu de ma mère un cadeau qui était un livre. Et ce livre-là, je n'avais pas les instruments intellectuels pour pouvoir pénétrer. Mais de ce que l'on m'en avait dit et de petites choses que j'avais senties, je voyais que c'était une histoire mienne, mais une histoire mienne dans laquelle j'avais difficulté à pénétrer. Ce qui fait que l'aventure ambiguë, ma première leçon, ça a été que d'abord c'est la patience, et puis c'est par l'école que j'allais acquérir ce qui me permettrait d'entrer dans ce livre-là. Donc, quelque part, oui, l'Occident ambigu prolonge l'aventure ambiguë, surtout que l'aventure ambiguë est jalonnée de questionnements. Et j'ai essayé modestement d'apporter des réponses. Justement, comment s'est passé votre premier contact avec l'aventure ambiguë et comment par la suite avez-vous pu comprendre l'aventure ambiguë? Comme j'ai dit, un cadeau maternel. Un cadeau maternel parce que ma mère, je pense, devait être fière de voir ce frère qu'elle aimait beaucoup occuper le devant de la scène, n'est-ce pas, par la publication d'un ouvrage chez un grand éditeur parisien.
Julliard. On avait distribué ce livre dans la famille. Bon, moi probablement c'était un cadeau dont je ne devais jouir que plus tard, puisque j'étais très jeune, je n'avais pas encore 10 ans, j'étais tout petit et je faisais mes premiers pas avec la langue française. Bon, or l'écriture de l'aventure ambiguë est une langue classique et la réflexion philosophique est profonde également. Ce qui fait d'ailleurs que certains ont dit que c'était un ouvrage difficile, voire hermétique. Bon, donc il m'a fallu composer avec le temps. Et aujourd'hui, je dis que je vois le fondement de cette parole essentielle qui dit que rien ne se fait sans le temps. Tout ce que l'on fait sans le temps finit par s'en venger. Et la vengeance du temps est impitoyable. Bon, moi donc, j'ai composé avec le temps. Et d'ailleurs, en composant avec le temps, plus tard, lorsque j'ai eu des instruments intellectuels, j'ai procédé, je pourrais dire, à une sorte de lecture nietzschéenne de l'aventure ambiguë. Parce que c'est Nietzsche qui dit que pour bien lire, il faut d'abord s'approprier l'art de la rumination. C'est-à-dire que il faut avaler, prendre le temps de ruminer pour comprendre l'œuvre. Et c'est Nietzsche qui nous dit que un bon lecteur doit être un bon philologue, le philologue étant le professeur de lecture, celui-là seul qui sait mettre une demi-heure sur 6 lignes. Quelle lecture avez-vous faite de l'aventure ambiguë, pour produire l'Occident ambigu? Les questions de la Grande Royale. Comment peut-on vaincre sans avoir raison? Notre histoire est une histoire douloureuse, Mamoudou. Notre rencontre avec l'autre, notre rencontre avec l'Occident. Ce fameux matin de Gésine dont parle Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Nous étions un peuple tranquille, vivant, dans notre manière d'être. Et puis, débarque quelqu'un qui nous dit, vous n'avez ni culture ni civilisation. Il a étouffé nos langues ancestrales et a mis en nous une langue qui était la sienne, parce que c'est par cette langue-là qu'il faut dire le monde. Acte violent. Et la Grande Royale accepte, consent, ce que les jeunes du pays aillent à l'école. Parce que justement, elle est habitée par le souci de comprendre comment peut-on vaincre sans avoir raison. Parce que pour elle, pour vaincre, il faut avoir raison. Or, ceux qui nous ont défaits n'avaient pas raison. Donc nous tous, on nous a envoyés dans le cadre de cette mission avec cette directive, aller apprendre à vaincre sans avoir raison. Donc moi j'ai cheminé au cœur de la pensée occidentale, modestement, et puis j'en ai recueilli quelque chose, et puis au bout du compte j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui participe un peu du leurre, hein. Il y a quelque chose qui s'est fracassé, oui. N'est-ce pas? Oui. Et cet Occident m'est apparu très ambigu par rapport aux leçons et tout ce qu'il nous avait dit au départ. Justement, une petite parenthèse, Hamidou, vous avez évoqué la langue. Quand vous allez à Ndar, Saint-Louis, d'ailleurs, baptisé Saint-Louis en 1659, vous faites un peu d'histoire dans votre livre, d'ailleurs, la langue de barbarie, qui renvoie à cette langue qu'on ignorait. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot barbarie. Qui étaient les barbares? Eux qui étaient venus avec la fameuse mission civilisatrice. Oui, bon, là j'ai joué un peu sur les mots. Oui. Parce que bon, écoute, une langue, bon, notamment la langue française, qui est ma langue d'écriture, qui est la langue de mon quotidien, dans ma réflexion, dans ma lecture, dans mes lectures, dans mon travail. Pour moi, lorsque une langue trouve toute sa transparence lorsque l'étymologie l'éclaire. Bon. À Saint-Louis, il y a un merveilleux coin qui s'appelle la langue de barbarie. Et puis, tout de suite, moi, j'ai joué sur cette Athènes, cette Grèce, où ceux qui ne parlaient pas grec, on les appelait les barbares. N'est-ce pas? Donc, barbare au sens de celui qui ne parle pas un idiome intelligible. Donc, ce jour-là, pour moi, lorsque la langue française aborda nos côtes du côté de Ndar, ils sont venus avec... pour nous, une langue de barbare, parce que nous ne comprenions pas cet idiome-là. Et ils étaient également porteurs, disent-ils, d'une mission civilisatrice. Oui, autrement dit, que les barbares, c'était nous. Finalement, c'était nous ou c'était eux? Grand leurre, c'est un leurre, ça. Bon, mais je pense que pour comprendre tous ces phénomènes, il faut remettre le texte dans son contexte. Rien ne se comprend hors de sa résonance historique. Bon, la Renaissance,
la Renaissance, c'est un moment où il y a eu développement du capitalisme, n'est-ce pas? Mais également, c'est la période également où les gens sont allés découvrir sous d'autres cieux, découvrir le monde. Moi, je pense que les grandes équipées océanes des grands rois catholiques de cette époque-là étaient liées aussi par le fait qu'il y avait eu des mutations dans les sociétés européennes. On est passé de la petite unité de fabrique à l'usine. Donc le développement du monde capitaliste, il fallait trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, aller à la conquête de nouveaux espaces. C'est ça qui justifie. Mais dire qu'ils sont venus parce que mission civilisatrice ou bien etc., ça c'est du leurre, c'est des histoires. Vous couchez presque l'Occident sur le divan dans votre livre L'Occident ambigu. Vers la fin de votre ouvrage, vous écrivez, j'ouvre les guillemets, disons-le sans embâche, l'Occident est malade et c'est cette Afrique qu'il avait pliée, pillée et humiliée qui contribuera à sa thérapie. Bon, moi je crois beaucoup au dialogue, parce que bon, retournons à l'aventure ambiguë. Il y a un merveilleux passage dans l'aventure ambiguë où le chevalier dit, parlant à un occidental, vous et nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons rigoureusement le même avenir. L'ère des destinées singulières est révolue. Ouais. Nous vivons aujourd'hui un monde global. Et il me semble que nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes et ignorer les autres parties du monde. De la même manière, ces autres ne nous ignorent pas. Bon, ils nous ont souvent méprisés et regardés avec condescendance. Bon, on a subi ce qu'aucun autre continent n'a subi au monde. Et nous sommes encore debout. Au point que même, on dit que l'avenir du monde, c'est vers l'Afrique. Il y a une ruée vers l'Afrique. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons une mission. Nous étions périphérie hier et aujourd'hui nous sommes en train de devenir le centre. Donc c'est bien la raison pour laquelle je dis que quand ils sont venus et qu'ils nous ont humiliés, pillés, écrasés, nous avons quelque part mis en lieu sûr notre âme. Or, c'est cette âme-là qui nous permet aujourd'hui, face à la déliquescence du monde occidental. Moi, je vis en Occident. Par exemple, je ne peux pas comprendre que dans une salle de classe, que ce soit l'élève qui dicte la règle au maître. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ça. Donc, c'est quelque part un déclin, mais vraiment un déclin spirituel, moral et tout, à tous les niveaux. Mais certes, l'Occident, c'est une réussite matérielle. Mais que vaut une réussite matérielle vide de toute intériorité? Or, cette intériorité, ce sens de l'humain, ce sens de la solidarité, le respect, le droit d'aînesse, c'est quelque chose que nous avons su garder en Afrique. Qu'est-ce que c'est là? Aujourd'hui, la famille occidentale, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un, bon, excusez-moi, mais la famille africaine, qu'est-ce que c'est? Creuser de valeurs consensuelles entre différentes générations, où on apprend beaucoup de choses. Le respect de la parole donnée, le droit d'aînesse, et tant d'autres valeurs qui nous accompagnent et qui nous ont permis de rester en cette posture où nous sommes poreux au souffle des apports fécondants du reste du monde, mais tout en gardant notre africanité. En face, la famille occidentale, en face elle est quoi? La famille occidentale, elle a volé en éclats. Le père n'a plus, le pater familias, le fameux pater familias n'a plus l'autorité aujourd'hui dans la famille. C'est à peine si les parents ne s'aplatissent pas devant les enfants. Hamidou Sall, écoutons la grande royale dans l'aventure ambiguë. Que dit-elle? Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Mais apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils oublieront? Je voulais vous demander, peut-on apprendre ceci sans oublier cela? Et ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie? Et plus loin, quand ils nous reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. En faisant l'apologie de ce que vous appelez dans l'Occident ambigu une identité librement multipliée, vous
prenez le contre-pied de la Grande Royale ou vous la complétez? Je la complète. Et ce propos tellement sage de la Grande Royale, aujourd'hui, un demi-siècle après la publication de l'Aventure ambiguë, nous montrons qu'il est possible d'apprendre sans oublier. Nous n'avons pas oublié qui nous étions, qui nous sommes, d'où nous venons. Et justement, c'est ça l'élément fondateur de cette identité librement multipliée. Je prends mon exemple. Moi, je suis Halpulaar, enfant du Fouta. Je suis sénégalais et fils d'Afrique. Mais il y a belle lurette que j'ai cessé de n'être que Halpulaar, que sénégalais, qu'africain. Il y a en moi une part, et je l'assume, mais pleinement, de culture occidentale. Mais une culture occidentale où j'ai essayé de faire l'effort de prendre ce qu'il y avait de meilleur et ce qu'il y a de plus compatible avec cette culture première qu'a été celle reçue de ma famille, de mes parents, du milieu dans lequel je vis, parce que déjà, cette culture était déjà librement multiple, parce qu'en moi, un bout de sérérité, de la wolofitude, du pulaar, tout est là. Et c'est ça aussi la magie du Sénégal. Ce Sénégal est un pays merveilleux où on arrive à un accord conciliant à travers un brassage interne d'abord, avant le brassage extérieur. Et cela prépare à être poreux. Moi, aujourd'hui, je porte en moi cette culture occidentale que j'assume et que je revendique. Identité librement multipliée. Et là, je souligne le librement. C'est comme quelqu'un qui va au marché, qui a son panier et qui achète les provisions qui lui plaît parce que bon, il a les moyens de se les acheter. Moi, j'ai pénétré la culture occidentale. Modestement, je passe mon temps à lire. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai tiqué en entrant quand un de vos collègues m'a appelé professeur. Moi, je ne suis pas un professeur, je suis un élève. Je suis un disciple. Je passe mon temps encore à lire, à apprendre, enfermé dans ma thébaïde, parce que plus le temps avance, plus j'avance en âge, j'ai ce souci irréfragable de combler mes béantes lacunes, et voilà. Et pour vous, l'avenir du monde se trouve, vous me permettrez l'expression, dans l'homme. Oui, dans l'homme, mais surtout dans le mix humain, allusion au mix énergétique, autrement dit dans le métissage. Dans le métissage. Mais écoutez, Mahmoudou, ça c'est à la fois l'avenir et le passé. Prenons un exemple plutôt. La Méditerranée, la mer Méditerranée, aujourd'hui sujette à tant de tensions, etc. On en parlera tout à l'heure. Bon, ok, très bien. Cette mer Méditerranée, mais c'est aux latitudes de la Méditerranée et tout autour de ce bassin que sont nées quelques-unes des plus grandes civilisations de l'histoire. Or, ces civilisations, quelle était leur particularité? Elles étaient toutes métisses. Que ce soit la grecque, que ce soit l'égyptienne, que ce soit sumer, toutes. Du détroit de Gibraltar jusqu'à l'est de l'Inde, il y a eu mélange entre noir et blanc. De l'est de l'Inde jusqu'en Birmanie, jusqu'au Japon, entre blanc et jaune. C'est ça le monde. La Méditerranée a été une machine à civilisation, mais à civilisation plurielle. La Méditerranée, on en parlera tout à l'heure, comme j'ai dit, en évoquant la vague de migrants africains. Hamidou, vous écrivez, et ça c'est même le mot de la fin de votre ouvrage. Nous sommes sommés d'offrir à l'Occident notre aide tout en prenant la place qui nous revient par droit d'aînesse, la place du sage. Fin de citation. Votre conclusion me trouble un peu, puisque contrairement à la Grande Royale qui nous demande d'accepter que l'Occident prenne en nos enfants la place que nous aurons laissée libre, vous dites que l'Afrique doit prendre en l'Occident la place qui lui revient de droit. Aidez-nous à comprendre le rapport entre l'Afrique et l'Occident en faisant une lecture combinée de l'aventure ambiguë et de l'Occident ambigu. Non, cette conclusion de mon livre, je la signe encore d'enthousiasme ici et maintenant devant vous. Puisque l'ère des destinées singulières est révolue et qu'il nous faudra cheminer avec cet Occident qui nous a pliés et pillés hier, et que nous sommes obligés de coopérer avec elle, encore qu'aujourd'hui elle n'a plus les moyens d'être un tyran comme hier, l'interconnexion de nos intérêts, de nos cheminements, etc., fait que nous sommes obligés de cheminer. Maintenant, dans ce cheminement-là,
Hier, quand ils nous ont infantilisés en disant que nous n'avons ni culture ni civilisation, immense leurre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la duperie ou dans la tromperie, mais nous dirons simplement que dans cette histoire du monde, nous avons une place, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Nous sommes les fils aînés du monde, comme disait Aimé Césaire. Et donc, sous ce cheminement, dans ce cheminement-là, nous devons prendre notre place, qui est la place du sage. Mais maintenant, la sagesse ne se décrète pas. Elle se conquiert d'une façon tout à fait légitime. Or, nous pouvons nous donner les moyens de cette légitimité-là. Bon, parce que notre message au monde est un message important, parce que nous avons des valeurs qui ont disparu ailleurs et dont nous avons besoin aujourd'hui pour reconstruire l'homme. Pour reconstruire l'homme, parce que c'est pour ça que je disais que l'avenir du monde passe par l'homme d'abord. Et cet homme-là est un homme pluriel. Bon. Et vous savez, les textes anciens respirent de passages qui nous montrent aussi la place de cette Afrique-là depuis hier, même si eux, ils ont nié, de temps en temps, certains de leur brillant cerveau ont reconnu. Relisez Hérodote dans ses histoires. Je sais pas, pensez à Ex Africa Semper Novi. D'Afrique, il nous vient toujours quelque chose de nouveau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je rappelle que nous recevons Hamidou Sall, écrivain. Je parlais de la fin. Là, je reviens au début de votre ouvrage avec la préface de Cheikh Hamidou Kane. Il dit, Hamidou Sall, qui a longtemps cheminé avec l'aventure ambiguë et d'une manière particulière représente la figure exemplaire de ce que nous sommes devenus dans cette marche forcée avec l'autre, riche des deux cultures. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que mais ça c'est moi, hein, j'assume. Quand certains veulent se replier sur leur seule africanité, libre à eux. Mais moi je ne peux pas. Je suis quelqu'un qui est multiple en termes de culture. Et d'ailleurs, en cela, je pense à Aimé Césaire. Aimé Césaire nous dit qu'il y a deux manières de se perdre. Soit par repli sur soi-même ou par dilution dans l'universel. Donc, entre les deux, moi, j'ai trouvé ma voie médiane, cette voie qui consiste à intégrer en moi, dans une harmonie, dans une belle harmonie, les éléments de différentes cultures, des cultures auxquelles je me suis frotté, dans lesquelles j'ai vécu, et qui constituent mes deux pieds. Voilà, parce que mon équilibre passe par cette posture sur deux jambes. Et vous dites qui ne connaît pas bien la langue de ses ancêtres sera mal outillé pour en apprendre d'autres. Qui n'a pas pu nourrir un lien fort avec son pays natal ne saura en apprécier d'autres, ni faire son miel de ce qu'une culture étrangère peut lui apporter. Jusqu'ici, je vous suis, mais là où je me perds un peu, c'est que vous faites en même temps l'apologie des langues étrangères. Oui. Aujourd'hui, dites-vous, je ressens de l'aigreur et du désarroi en voyant l'Europe renoncer volontairement à ses humanités classiques, négliger peu à peu l'enseignement du grec et du latin dans l'enseignement secondaire, voire plus généralement les études littéraires. Comment expliquer ce qui ressemble à une contradiction dans votre rapport à nos langues et à celles des autres? Non, pour moi, c'est toute une logique. Je la qualifierais même de belle logique, en ce que je ne peux pas refuser aux autres ce pourquoi je combats pour moi-même. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas me couper de ma langue ancestrale. Bon, moi, dans ma famille et dans mon enfance, notre père avait eu un choix stratégique, pédagogique, pour nous permettre d'avoir les trois langues, le français, le wolof et le pulaar. Donc, dans l'enceinte de la maison, on parle le pulaar parce que c'est la langue, c'est son lieu naturel de déploiement. Entre l'école et la maison et chez nos amis, il y a de fortes chances, nous avons tous les atouts pour maîtriser le wolof. Et puis à l'école, puisqu'on nous envoie à l'école, on aura le français, donc une richesse. Mais imaginez-vous si il disait, à la maison, vous ne parlez que le français, on n'aurait pas eu le pulaar. Or, pour moi,
le poulard, mon poulard n'a pas le classicisme de ton poulard. Et j'en souffre beaucoup, parce que moi, je ne suis pas ce Fouta que je chante tant, qui traverse mes livres, qui est une obsession. C'est un Fouta rêvé. Je ne suis pas né sur les bords de ce fleuve-là. Mais j'ai eu la chance d'un père qui, partout où il a été, le long de partout en ses lieux d'affectation, il a su transporter son fleuve ancestral. Et nous avons baigné dans la magie d'un fleuve rêvé. Le Fouta, pour moi, était un terroir, une mythique. Voilà. Et je n'ai découvert le Fouta qu'à l'âge adulte. Mais le Fouta, le limon de cette terre, tout est en moi, au plus profond de moi. Merci donc à ce père. Mais donc, je dis que, pour moi, ce poulard et cette culture poulard, cette culture sénégalaise, africaine, cette culture wolof et tout, me permettent d'enrichir ma langue française. Parce que c'est le souffle de cette oralité qui tonifie, moi, mon écriture. Donc, j'ai besoin de cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi que je ne peux pas comprendre que les Français veuillent un jour couper leurs enfants de la racine même de ce qui a fait la substance et le génie de leur langue. Parce que le français est une langue romane qui a une ancestralité. Le français vient de quelque part. Donc, moi, je pense que si on va à la racine, on peut mieux comprendre sa langue. Bon, il faut toujours savoir retourner aux sources. Vous savez, je suis un lecteur de Heidegger là. Heidegger dit qu'il faut toujours retourner aux sources, parce que c'est aux sources que se trouve la modernité, voire la postmodernité. Et l'école, l'éducation, la sacralisation du maître. Hamidou, dans un monde où on parle de crise de l'éducation, et plus particulièrement au Sénégal, quelle est votre réflexion autour de l'éducation chez nous en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, et quelles solutions vous offrez pour remettre l'école à sa place, la place qui lui revient de droit? En tout cas, l'école a un rôle fondamental dans toute société. Parce que l'école, c'est certes le lieu d'apprentissage, mais comme dit Hannah Arendt, c'est par l'école. L'enfant est une créature inachevée. Et pour la parfaire, pour l'achever, il faut de l'instruction, il faut de l'éducation. Bon, j'ai bien dit instruction et éducation. On peut éduquer un chien, mais on ne peut pas l'instruire au sens de mettre en lui des vers de Shakespeare ou bien voilà. Bon, des connaissances. Voilà. Bon. Or, il me semble que on ne naît pas, par exemple, citoyen. On le devient. Et on le devient par quoi? Par éducation, par instruction. Or, aujourd'hui, l'incivisme est un fait, mais déplorable dans nos sociétés, que ce soit ici ou ailleurs. N'est-ce pas? Ça, c'est un sens interdit. Il ne faut pas franchir. Il faut pas le franchir. Certains estiment que bon, c'est pas grave, il faut le faire. Et ils le font, en toute impunité. On a vu un Sénégalais sortir de là où sortent les bagages. Où ça? À l'aéroport. Donc, je n'ai pas vu ça. Oui, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Non. Et quand il est sorti, il y a eu des applaudissements nourris. Et il en a fait même un trophée de guerre. Un nouvel aéroport qui vient d'être inauguré. Alors que l'engagement, c'est de dire tout ce qui se passait ailleurs comme dérapage, comme indiscipline, on va l'éviter à AIBD. Voilà qu'on a vu cette image qui a presque fait le tour du monde. Non, je n'ai pas vu cette image, oui. Mais ce serait regrettable ce que tu me dis. Et là encore, ça nous ramène à quoi? Et on n'a pas encore entendu qu'il y a sanction, que ce monsieur a été interpellé sur son. Non, acte, on l'a pas encore entendu. Si ce sont des images vidéo, il est possible de l'identifier. Absolument. Et de le sanctionner. Il est identifiable. Absolument. Bon, donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand on vit dans un espace commun à se partager, si chacun a sa règle, tout se dérègle. Et c'est bien ça que je dis, apprendre aux gens à respecter la règle. Là aussi, c'est une des missions de l'école. Bon, l'école, c'est pas seulement la règle de l'orthographe ou bien de la grammaire analytique. Non, c'est toute une éducation, c'est tout un comportement. D'une part. Mais ensuite, l'école, c'est ce lieu
où s'acquiert le savoir. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le savoir est une véritable industrie. C'est par le savoir que l'on arrive à transformer notre quotidien. Donc, cette école-là, il faut la sauver. Moi, j'ai souvenir quand j'étais à l'école, quand nous étions à l'école, c'était 9 mois d'année scolaire, 3 mois de vacances, mais des 3 mois, on prenait encore 1 mois pour les cours de vacances, donc c'était pratiquement 2 mois de vacances et 10 mois d'études. Or, il me semble par moment que maintenant c'est inversé, quoi. C'est 3 mois d'études et 9 mois de vacances. Bon, mais il faudra revenir à tout cela pour essayer de trouver les solutions qu'il faut, mais nous ne pouvons pas nous passer d'une école saine qui sera le lieu d'éducation et un lieu d'acquisition du savoir pour justement faire de ce savoir-là une arme miraculeuse pour transformer notre société. École saine, école publique. École saine, école publique, nous sommes le fruit de l'école publique, n'est-ce pas? Bon, l'école publique, moi je pense que aujourd'hui nous pouvons espérer des lendemains qui chantent, étant entendu que nous avons au Sénégal par exemple de nouvelles découvertes qui peuvent structurer une nouvelle économie qui pourrait nous donner plus de moyens pour faire face à ces enjeux essentiels. Parce que quand on dit l'école, il faut aussi penser aux politiques d'ajustement structurel. Moi, je veux bien, on a beaucoup de respect pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire, mais quand, par exemple, des institutions aussi respectables nous refusent de recruter des médecins, des éducateurs ou de subventionner une agriculture, quand ceux qui dictent les lois sont les plus grands subventionneurs de leur agriculture, il y a un déséquilibre. Et ces institutions sont toujours là. Bon, elles sont toujours là. Elles observent, elles donnent leur avis régulièrement. Oui, mais elles sont toujours là, mais aussi l'histoire est en marche, hein. L'histoire est en marche. On peut se passer d'elles. Mais je ne sais pas si on peut se passer d'elles. Peut-être qu'elles peuvent jouer un rôle de régulation, mais le discours peut changer et doit impérativement changer, n'est-ce pas? Hamidou Sall, on va faire un glissement vers pour aller vers où? Vers l'aventure de ces migrants africains, jeunes migrants africains même. Mais ma question est de savoir, Hamidou, quelle est selon vous la différence entre l'aventure ambiguë de Samba Diallo, que vous prolongez à travers l'Occident ambigu, et l'aventure de ces jeunes migrants africains échouant sur des plages européennes comme des poissons ou réduits en esclavage en Libye? Mamoudou, on admire des oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres pour aller trouver des terres où se reposer, où se nourrir, où passer l'hiver. On admire cela. Et on veut, en même temps, refuser à des êtres humains de fuir la précarité, de fuir la guerre, de fuir l'instabilité. Dans un monde où ceux-là même qui érigent des barrières les avaient fait voler en éclats bien longtemps. Tout à l'heure, je parlais des grandes équipes océanes, des grands rois catholiques. Pour moi, de mon point de vue, les plus grands migrateurs, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Nous étions tranquillement ici, dans notre coin, en bordure de... Voilà. Et ils sont venus. Ces Occidentaux disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le président français Emmanuel Macron a séjourné il n'y a pas longtemps à Ouagadougou au Burkina Faso. Il vient même de quitter le Niger pour passer Noël avec les soldats français. Mais il a dit, ceux qui vendent ces migrants dont vous parlez, répondant à des étudiants burkinabés, c'est des Africains. Oui, mais vous répondez quoi? Non, je veux dire que c'est très facile aussi de dire ça. Parce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, il faut remettre le texte dans le contexte. On ne peut pas comprendre un problème si on le sort de sa résonance historique. Ceux-là dont il parle, comment en sont-ils arrivés à ça? Et qu'est-ce qu'il y a eu avant qu'on les mette dans cette posture-là? La part de responsabilité de l'Occident est énorme là-dessus. Elle est plus importante que la part de responsabilité de l'Afrique qui n'arrive pas à donner aussi de l'espoir à ces jeunes. Un sujet d'abord et après on viendra sur l'autre. Mais ce fait de vouloir toujours accuser les Africains en disant qu'ils sont à la base de leurs propres mots, moi je ne l'accepte pas
totalement. Je ne l'accepte pas totalement. Pourquoi? Parce que je dis encore, revenons à eux. Eux sont de grands migrateurs. On a parlé tout à l'heure de Grèce et tout. Bon, ok. La philosophie. Elle est venue avec un migrateur à Athènes. Elle est partie d'où? D'Asie mineure. Elle est partie des côtes de l'Ionie. Donc, dans l'actuelle Turquie. Donc, à chaque fois qu'il s'est agi de choses positives, ils sont allés au bout du monde pour aller chercher ce dont ils avaient besoin pour justement avoir cette domination sur le monde. Mais quand l'homme est capable de conquérir l'espace terrestre, l'espace maritime, voire même l'espace spatial, là, on veut maintenant dire à quelqu'un de ne pas franchir une mer. Toutes les mers sont franchissables. Or, cette mer-là, justement, la Méditerranée, qui aujourd'hui est devenue un cimetière marin. Mais cette mer, c'est Mare Nostrum, c'est notre mer. Il était un formidable trait d'union dans le passé entre une Europe, un Occident et une Afrique. Et laissez-moi deux mots s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est l'Occident? On parle de l'Occident ambigu. L'Occident, qu'est-ce que c'est l'Occident? Mais l'Occident, c'est pas un aboutissement spontané comme ça, un miracle. L'Occident est à la croisée de 3 traditions qui l'ont forgé. Et ces 3 traditions-là, lesquelles sont-elles? Sur le plan moral. Bon. Il y a toute une influence religieuse. C'est l'influence du christianisme, disons, du catholicisme. Sur le plan de l'État, du droit et de la politique, c'est l'influence ininterrompue de Rome. Sur le plan de la pensée et des arts, c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, le miracle grec. Mais tous ces 3 courants ont une racine et une origine hors de l'Occident, en Afrique et en Asie. Et aujourd'hui, on veut couper ce monde-là. Soyons sérieux. Et quelle est la part de responsabilité de l'Afrique? Ça me permet de reprendre aussi les questions de Ibrahim Khalil Kama et de Mohamedou Bokoum. Kama qui dit d'abord, en écrivant ce roman tant apprécié par les lecteurs, il fait allusion à votre livre et à celui même de l'aventure ambiguë. Est-ce que l'histoire ne lui donne pas raison avec les jeunes qui risquent leur vie à la recherche de l'Eldorado? Et puis Bokoum qui dit, quel conseil donnez-vous aux jeunes migrants pour éviter l'aventure de Samba Diallo, dont la foi a été remise en cause lorsqu'il est parti étudier en Occident? Non, moi je pense que la foi a certes chancelé. Bon, Cheikh Hamidou Kane a choisi une fin tragique pour Samba Diallo, mais c'était juste un avertissement pour montrer que l'expérience, elle est exaltante, mais elle est douloureuse. Il y a des risques. Donc c'était son choix littéraire de donner cette dimension tragique. Mais comme je dis, nous sommes tous des Samba Diallo, et Samba Diallo, voilà, il a une brûlante actualité en ce que tout ce qu'avait dit la Grande Royale, toutes ces questions-là, aujourd'hui, toi, moi, nous tous, nous sommes capables de répondre à ces questions. Et notre cheminement individuel et collectif constitue des réponses à ces questions de la Grande Royale. Femme sage, et puis qui avait su composer avec l'adversité de ces hommes qui étaient venus et qui étaient beaucoup puissants parce qu'ayant la puissance de feu, ils nous avaient colonisés. Il fallait prendre le temps d'apprendre. Mais Cheikh Hamidou Kane a signé ce livre-là, il a composé ces pages, il était encore étudiant, c'était à la fin des années 50. Nous sommes un demi-siècle plus tard, et nous avons eu un cheminement, et nous sommes riches de multiples expériences dont j'ai voulu témoigner. Je veux simplement montrer que c'est possible, n'est-ce pas, d'apprendre sans oublier, mais en même temps, on peut apprendre plusieurs choses et faire la synthèse. Maintenant, pour revenir sur ces jeunes, je dis que l'histoire de l'Occident est une histoire de migration. Ils ont migré, ils ont été les plus grands migrateurs, ils sont partis au bout du monde prendre richesse, fortune pour bâtir leur société. Et c'est en bâtissant leur société qu'ils ont déséquilibré les autres sociétés. Et aujourd'hui, puisque nous sommes à l'heure des destinées, les destinées singulières et révolues, et que nous sommes obligés de cheminer ensemble, il faut qu'ils prennent leur part de responsabilité dans cette
énorme aventure de déstabilisation du monde dont ils ont été à la base, pour la plupart. Vous pensez qu'il faut beaucoup plus mettre le doigt sur la part de responsabilité de l'Occident que sur celle de l'Afrique. Mais ça, non, excusez-moi, non, je n'ai pas dit ça, Je dis simplement qu'il faut, pour comprendre un problème, il faut quand même le saisir dans sa globalité. Il n'en demeure pas moins que c'est pas eux qui vont maintenant résoudre nos propres problèmes. Nous avons une part de responsabilité, à nous de nous prendre en charge, mais nous nous prendrons mieux en charge lorsque nous aurons compris d'où nous venons et pourquoi nous sommes tombés. À ce niveau-là, la meilleure manière de se redresser, c'est de savoir d'abord pourquoi tu es tombé. Mais après maintenant, l'effort de redressement, c'est nous-mêmes. Hamidou Sall est notre invité grand jury. Il est écrivain. Il a été conseiller spécial du président Abdou Diouf à la francophonie. Justement, et c'est pour terminer cette émission, je sais que vous n'aimez pas les questions politiques, mais je vous en pose une quand même. Le président Abdou Diouf est d'ailleurs à Dakar, où il a l'habitude depuis quelques années de passer les fêtes de fin d'année. La crise au Parti socialiste, beaucoup d'observateurs, de militants disent que le président Abdou Diouf devrait pouvoir faire quelque chose pour son parti. Cette question s'adresse à moi ou bien au président Abdou Diouf? Vous le répondez quoi? En tant que proche. Non, mais je pense que cette question, seul Abdou Diouf pourrait y répondre. Maintenant, si vous me la posez, c'est peut-être au regard de la proximité, de l'amitié, voire même de l'affection qui existe entre le président Abdou Diouf et moi. Vous avez compris le sens de ma question. D'accord, ok. Oui. Maintenant, Mahmoudou, je suis en face de vous, je vous connais bien. Mahmoudou, vous avez la faveur et la grâce de Péto. Vous savez qui était Péto? Je sais qu'on parle souvent de la cour du roi Péto. Non, Péto dans la mythologie grecque était la divinité de la déesse de la persuasion. Ouais. Vous avez un art consommé de la persuasion. Abdou Diouf a choisi de ne pas avoir de parole publique depuis qu'il a quitté ses fonctions. Mais puisque vous me dites qu'il est là et cette question est importante, elle est essentielle, je suis sûr et certain que vous pourrez le convaincre à venir être votre invité au grand jury et il répondra aisément à toutes ces questions. Voilà. Mais maintenant, juste parlant de Parti socialiste, bon, moi je ne suis pas, comme tu le sais, je ne suis pas militant, je connais pas grand chose à la politique, mais je pense que tout à l'heure on disait que rien ne se comprend hors de sa résonance historique. Le Parti socialiste est traversé aujourd'hui par des conflits, par des tensions. Mais je pense que la meilleure manière d'aborder ces questions-là, c'est de retourner à l'histoire même du Parti socialiste. L'histoire du Parti socialiste est traversée par des crises, des tensions, etc. Mais si vous regardez bien, le Parti socialiste, depuis le départ de la SFIO jusqu'à l'UPS, c'est des dialogues, c'est des tensions, c'est des ruptures, c'est des absorptions, c'est des fusions, etc. Le PRA et tout ça. Donc je pense que si les militants sont conscients de l'histoire de leur parti, s'ils savent le rôle essentiel et important que ce parti-là a joué dans notre histoire politique, ils devraient, à la lumière de leur passé, trouver les voies et moyens de s'asseoir ensemble, de discuter et de trouver des solutions pour sauvegarder leur héritage. Parce que leur héritage n'est pas mince. Revenir à Senghor. Senghor avait ceci de particulier, si j'ai encore une minute, Senghor avait ceci de particulier. Senghor, quand il y avait de la contradiction, il était toujours soucieux de résoudre ça en ce qu'il appelait un compromis dynamique. Le compromis dynamique n'est pas synonyme de compromission, mais c'est une manière de poser les problèmes, de les débattre et d'aller de l'avant. Compromis dynamique. Merci, c'est une belle conclusion finalement. Hamidou Sall, écrivain, ancien conseiller spécial du président Abdou Diouf à la francophonie, directeur général de la fondation Georges Forest, fondation européenne mais qui œuvre beaucoup au dialogue et à la culture et à l'éducation, qui œuvre beaucoup pour la culture et l'éducation. Vous venez de publier aux éditions Éric Bonnier L'Occident ambigu, avec une préface de Cheikh Hamidou Kane, parce que l'Occident ambigu est en écho avec l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Émission présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Alioune Diassé, Vincent Diop, Maguette Koulibaly pour Digital Manager pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, dans un instant le journal de midi Ousmane Gueye, et joyeuse fête de Noël. À dimanche prochain. Merci beaucoup Mahmoudou, joyeuse fête de Noël.